Je vais essayer de vous présenter d'abord ce qu'est une édition électronique, parce qu'avant de faire des éditions épigraphiques électroniques, on est dans un contexte plus général, et les éditions épigraphiques ont une spécificité. Et ensuite, on essaiera de voir comment, d'un point de vue technique, mais en restant simple, ça peut fonctionner. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une Digital Scholarly Edition DSE? C'est une notion qui se développe et qui est aussi théorisée assez profondément par des gens comme par exemple Patrick Salle en Allemagne. Mais avant de dire ce que c'est, peut-être interrogeons-nous de savoir pourquoi on les fait. Alors, je dirais qu'il y a 4 motivations principales. Déjà pour faciliter l'échange de ressources, l'échange de textes, le travail collaboratif autour de corpus. Pour permettre leur diffusion, et là on peut les diffuser comme des pages web, et là c'est le web qui devient le support d'édition, ou aussi on peut les distribuer sous plusieurs formats, et ça c'est un principe essentiel, c'est qu'on a une source unique et on peut multiplier à loisir les formats de sortie, que ce soit des pages web, des documents PDF, des documents Word, des EPUB, etc. C'est aussi une solution pour dépasser les limites de l'édition imprimée en tant que technologie. On verra un exemple. Et puis, à partir du moment où on a une source numérisée, on peut la traiter, l'exploiter, pour bien au-delà de la représentation sous forme de texte. Quelques exemples pour illustrer ces 4 points. Alors, la notion de partage, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas citer la Perseus Digital Library. En France, il y a un autre projet qui est un gros projet de gros corpus, c'est les bibliothèques virtuelles humanistes, des textes de la Renaissance. Les deux sont basés sur un encodage TI. Pour représenter le texte, un bon exemple, c'est l'édition des lettres de Van Gogh. Là, on voit une interface qu'on peut composer à loisir. Là, c'est une lettre à Gauguin, de Van Gogh à Gauguin, et on peut afficher en regard le facsimilé, la version pour la lecture, normalisée, et puis la version avec les sauts de ligne telles qu'elles se présentent sur le manuscrit. Quand on clique là, on a les notes qui apparaissent au milieu. On peut aussi voir les tableaux, des représentations des tableaux qui sont cités dans les lettres, etc. On a tout un environnement de lecture. Je disais que c'était à partir d'une seule source, on pouvait avoir plusieurs formats de sortie. Là, c'est un exemple d'une édition très très simple, qui est un essai sur le récit. On voit, pour le téléchargement, on a tout un ensemble de fichiers qu'on peut récupérer. C'est le même texte et c'est à partir de la même source. Et puis, quelque chose de très classique, on peut choisir par l'interface de lire le texte dans la version pour la lecture. On voit qu'on a et, avait, les différents avec un T, ou voir comment c'était écrit sur le manuscrit. Et là, à la place des et, on avait des éperluettes, avoir et différents dans l'orthographe archaïque. Et on peut basculer de l'un à l'autre. Et tout ça est produit à partir de la même source. Des éditions limites, là c'est l'exemple, donc c'est un prototype à partir d'un manuscrit de Proust, un brouillon, et là la question c'est de représenter le processus génétique d'écriture, de constitution de cette page. Donc on a l'image du manuscrit et un petit curseur là, et là je suis au début du processus, je vois que c'est cette partie-là qui a commencé à être rédigée, et puis on peut dérouler, donc j'ai mis seulement une seule slide, et après à la fin on arrive avec la page complètement, voilà. Et là c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible de faire sur une édition papier, ou alors on multiplie les pages et c'est pas exactement pareil. Notre exemple qui permet des exploitations, donc ça c'est un carnet de M. Godwin qui notait tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il mangeait, toutes les personnes qu'il rencontrait, tout ce qu'il lisait. Ça a été encodé
on peut, dans l'interface, alors c'est un petit peu... Donc là, vous avez le code, tout a été distingué, si c'était un repas, si c'était un livre, si c'était un lieu visité. Et ensuite, vous avez une interface où vous pouvez allumer pour repérer dans le texte où sont les noms de personnes, où sont les noms de lieux, où sont les noms de repas. Mais au-delà de ça, vous pouvez, après, tirer des statistiques à l'échelle du corpus. Là, c'est monsieur James Marshall. On voit qu'il a été rencontré beaucoup autour de 1800 et absolument pas en 1835. Et ensuite, ça fournit des points d'entrée transversaux dans le corpus. Et une autre représentation des structures narratives, la présence de certains personnages dans une œuvre non littéraire. Voilà. Donc on voit bien que, et pour confirmer ce que disait Michel, un texte c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de code. Voici la représentation de ce que peut être un des différents points de vue qu'on peut avoir sur un texte par Patrick Sall. Il en tire, c'est pour ça qu'il est intéressant, il en tire des critères d'évaluation des éditions numériques qui sont exposés dans un journal de peer review d'édition électronique. Donc je vous engage vraiment à aller voir en profondeur, une fois que vous aurez un peu plus exploré les éditions électroniques, pour comprendre ces critères, parce que c'est là, c'est pas dans l'interface que vous allez comprendre ce qu'est une édition, c'est vraiment en lisant ces critères. Et l'idée, c'est vraiment que digitized isn't digital. Si vous ne perdez rien par rapport à une édition papier en faisant une édition numérique, c'est que ce n'est pas une édition numérique critique. Il faut qu'il y ait une recréation, une représentation du texte. Et en fait, vous allez créer non pas le texte, mais une sorte de modèle du texte. C'est comme la porte de Brandebourg en Lego. C'est aussi un modèle. Donc derrière, il y a votre vision de ce qui est intéressant dans ce texte. Et c'est parce qu'une édition scientifique est à propos d'une question de recherche. Et ce sont les questions de recherche qui vont déterminer ce que vous allez encoder ou pas. Et c'est aussi, je reviens sur c'est aussi parce qu'on ne peut pas dissocier le texte du point de vue sur le texte. C'est les deux à la fois. Et c'est pour ça que c'est une activité de recherche. Maintenant, quelques exemples dans le domaine de l'épigraphie numérique. Alors, par rapport à cette richesse et cette diversité que je vous ai présentée dans les éditions numériques en général, là, les exemples vont être beaucoup plus convergents et peut-être moins inventifs. Pourquoi ? Parce que la spécificité de l'épigraphie, c'est que c'était une discipline déjà extrêmement codifiée. Et finalement, le passage des conventions et de la pratique à l'édition numérique a été assez naturel. Je pense que John Bodel pourra en parler puisqu'il a participé à cet effort. Et ce que je comprends, c'est que ça a vraiment commencé dans les années 2000 avec un premier brouillon ou une première version de recommandation pour l'application un standard de représentation des textes pour les éditions générales qui s'appelle la TEI, qui est une sorte de modèle de ce que peut être un texte à partir d'un ensemble de balises dans lequel on pioche pour faire son propre encodage. Donc, dans les années 2000, et John en reparlera, j'en suis sûre, vraiment l'objectif a été, pour le groupe de chercheurs qui s'est mis à travailler vraiment de façon collaborative sur ce projet, a été de conserver la flexibilité que l'on avait dans les éditions papier. Donc ça n'a pas du tout été une révolution, ça a été quelque chose dans la continuité qui permettait aussi de bénéficier des possibilités du numérique et de XML. Maintenant, Epidoc, ce n'est plus seulement un ensemble de recommandations, c'est vraiment un cadre d'encodage complet qui permet de faire des éditions numériques jusqu'au bout, puisqu'il y a un certain nombre d'outils qui vont avec, mais c'est surtout une communauté active
On peut dire qu'il y a un groupe qui se réunit tous les mois pour répondre aux questions, corriger des bugs, introduire de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est quelque chose de vivant. Et c'est aussi, dans le domaine numérique, quand il y a une communauté derrière, c'est toujours un critère de confiance. Alors, je parlais de la TEI, vraiment juste une chose. Pour comprendre la TEI et pour comprendre ce que je vais dire sur Epidoc, la TEI, en fait, c'est une structure. Structure d'une édition, non. C'est un arbre avec... Alors, les petites étoiles, c'est pour dire ce qui est optionnel. En fait, on a deux grandes parties principales, des métadonnées, une en-tête de métadonnées, et une partie pour le texte et la transcription. Pour les éditions, le modèle d'un texte, c'est qu'on a un corps de texte, et puis on a des parties préliminaires, et on a des parties, des annexes, des appendices. Point. Epidoc, par rapport à cette structure, Epidoc apporte un sous-ensemble, une réexpression de la partie texte en fonction des conventions habituelles de l'épigraphie, c'est-à-dire une partie édition, une partie d'apparat critique, une partie de traduction, une partie de bibliographie, et là, je vais oublier la partie de commentaires. Mais c'est simplement ça. Donc Epidoc oblige les gens à transcrire dans ce cadre-là, alors que pour les autres éditions, il n'y a pas de cadre préétabli. Et puis, dans la partie d'en-tête de métadonnées, vont être réexprimés tout ce qu'on appelle le lemme épigraphique, tout le rapport à l'objet, au contexte, tel qu'il apparaît traditionnellement dans les éditions papier. Et ça, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est le même arbre. Donc là, tout à l'heure, je vous ai déroulé la partie texte. Et sinon, dans la partie d'en-tête, on a la description de la source, la description du support, etc. Donc c'est comme le format utilise une forme d'arbre, les éléments traditionnels sont juste redisposés à d'autres endroits. Et Epidoc, c'est aussi des recommandations, donc une documentation très précise, complètement adaptée à la pratique de l'épigraphie, et des outils qui vont vous permettre de transformer les fichiers, et c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure pourquoi on a besoin de transformer des fichiers. Voilà, donc ici le site d'Epidoc, où on peut trouver des exemples des fichiers, la documentation, et ici la documentation à travers laquelle on navigue dès qu'on a encodé quelque chose. Quelques exemples. Donc, les inscriptions de Champa, c'est un site assez simple. On voit qu'on retrouve la partie d'en-tête, donc le lemme, là, la partie de texte, ensuite la traduction, le commentaire. Et puis là, on peut télécharger le code. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait partir d'une même source et avoir plusieurs présentations. Ici, c'est aussi un exemple que j'ai tiré du site d'Epidoc. C'est les exemples qui sont mis en avant sur ce site communautaire. Donc, on le verra mieux là. On a la partie édition dans la version principale choisie par l'éditeur scientifique, mais on a un onglet. Donc, on retrouve en haut le lemme, la traduction, le commentaire et des représentations photographiques. On a la version diplomatique qui est automatiquement tirée de la même source qu'on peut afficher là parce qu'elle donne des informations supplémentaires. Et on voit que les tags, c'est supplied, c'est pour quand on a suppléé quelque chose, en fait c'est de l'anglais. Un autre type d'édition important à connaître, c'est les éditions qui sont faites sur la plateforme Papyri Info, la plateforme des papyrologues. Donc là, on a des petits onglets qui permettent d'afficher certaines parties ou pas pour faciliter la navigation. Donc là, j'ai enlevé les métadonnées, j'ai tout de suite le texte, j'ai la vue des images, ensuite en dessous j'ai l'apparat, et là, j'ai aussi la traduction. Là, cette fois, j'ai demandé les métadonnées dans le format de Trismegistos, et je vois
que je peux avoir un lien vers les personnes mentionnées et je bascule dans une base de référence des personnes et je vois là qu'il y a Aphrodisias à la ligne 11. Si je clique sur ce lien, je vais avoir des informations sur la personne et ou le nom, avec des représentations. Alors là, on ne voit pas, mais on peut aussi avoir sur l'ensemble des textes connus par Trismégistos une représentation graphique qui permet de visualiser cette personne et ce nom dans l'ensemble du graphe des personnes connues. Ça donne aussi d'autres informations. Voilà. Et si je reviens à mon texte, donc dans le texte j'avais cette leçon-là, avec la paracritique là, qui dit que qui donne la version d'une édition précédente. Et si je vais voir le code XML, alors bien sûr il faut s'habituer un petit peu, mais bon, on a une balise qui dit que ça c'est une entrée d'apparatcritique, l'M pour dire la leçon préférée, on a la version régularisée, la version diplomatique et la leçon précédente. Et tout est bien rangé dans ces petites boîtes, et ensuite il n'y a plus dans l'interface qu'à aller chercher ce qui nous intéresse à l'endroit où ça nous intéresse. Et maintenant, je ne vais faire que redire exactement ce que je viens de dire, mais d'une autre façon. À part ça, à part ces exemples-là, il y a d'autres exemples à inventer, et c'est aussi à vous de les inventer, justement pour faire intégrer ces autres dimensions non spécifiquement textuelles dans le futur des éditions épigraphiques. Donc, il n'y a pas d'autres représentations, puisqu'il y a beaucoup de choses à inventer. Maintenant, comment ça marche? Donc, je vais partir à l'inverse, je vais partir, non pas du code, mais je vais partir de la page web. La formule magique, c'est que HTML, qui est le langage d'édition des pages web, plus CSS, qui est le langage dans lequel on met strictement la présentation, va donner une page web dans votre navigateur, parce que lui, il sait comprendre ces codes-là. Et derrière cette addition, on a en fait un principe de séparation, c'est qu'on a séparé ce qu'on appelle le contenu et ce qu'on appelle la présentation. On va comprendre un peu mieux. Donc, si je voulais faire un texte avec juste Visible Words et le sous-titre, je pourrais l'encoder en HTML, donc le langage qu'un navigateur sait comprendre, comme ça. La partie titre, conventionnellement, c'est un H1, titre de niveau 1. Donc je délimite ma chaîne de caractères Visible Words. Mon sous-titre, que là, je délimitais et je décidais que ce serait comme un paragraphe. Ça, c'est juste le contenu. Après la présentation, je l'exprime à part. Je vais dire que body, c'est corps de texte. La police, ce sera du Times. Pour le H1, je veux une grosse police avec du vert. Et pour le texte, c'est normal, avec une petite marge au-dessus et du noir. Et le résultat que comprend mon navigateur, c'est ça. Donc vous comprenez tout de suite que si vous voulez le faire une autre version, ce sera en rouge, une autre version où le texte sera 3 fois plus gros, on ne touche pas à cet encodage-là, on crée une autre feuille de style où on a défini des règles de présentation. Mais comment on arrive à cette page HTML? En fait, on part d'un fichier XML où les choses vont être exprimées en TEI et en IPDoc, non pas selon la présentation, mais en fonction de ce que sont les éléments. Et on ne va plus utiliser un H1, on va utiliser un title. On ne va plus utiliser un P, on va utiliser un subtitle si c'est un sous-titre. Si c'est un personnage en italique, on va utiliser first name, etc., etc. On aura des étiquettes qui seront conçues en fonction du contenu et de la fonction.
On va transformer ça et on va obtenir la page HTML. Si on a plusieurs pages XML, on peut aussi faire des transformations pour obtenir des index, des tableaux des matières, des données à exposer dans le web de données, etc., etc. C'est aussi ça qui permet de tirer l'ensemble des personnes citées dans une inscription pour ce qu'on a vu tout à l'heure, faire le lien avec la base Trismegistus. Et c'est à cet endroit-là que réside le travail d'édition comme designer de produits d'information. Et c'est une définition de règles éditoriales. Mais pour pouvoir définir ces règles éditoriales, il faut connaître la structure et le sens des basises-là, et aussi avoir une idée de ce qu'on veut proposer comme outil de représentation, comme interface. Est-ce qu'on veut simplement représenter le texte? Est-ce qu'on veut fournir des statistiques? Est-ce qu'on veut des animations qui fait que quand on clique ici, il se passe ci, il se passe ça? Est-ce qu'on veut une mise en scène de l'information? Et c'est pour ça que c'est un travail complètement... mais il a toujours été la même chose, ça a toujours été la même chose pour un produit papier, sauf que il n'y avait pas tant de différence entre le travail d'encodage au départ et le résultat. Là, les choses sont séparées, elles sont un peu plus... elles sont plus formalisées, il faut connaître des langages et des conventions pour les mettre en œuvre, mais sinon c'est exactement le même processus. Alors pourquoi on utilise XML? Quelques notions. Donc je suis partie du HTML, je suis revenue au XML là, maintenant je vais aborder la question du code, et John en parlera tout à l'heure, précisera les choses avec des exemples concrets sur Epidoc. Ce qu'il faut juste comprendre, et maintenant je pense que vous l'avez compris, c'est que XML ne fait rien du tout. Il se contente de décrire. Donc vous n'avez pas d'affichage avec un document XML, c'est pour ça qu'il faudra encore transformer les choses et définir des règles. Vous allez juste avoir des descriptions et plutôt fonctionnelles, comme je disais, par exemple la structure d'un document. On va avoir le livre, des sections, des chapitres, des paragraphes. Un poème, on va avoir des strophes. C'est pas du tout la même chose que une phrase, et c'est pas la même chose qu'une page. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tags, les étiquettes ne sont pas prédéfinies. On a contrairement au HTML où les choses sont déjà prédéfinies et c'est un cadre rigide dont vous ne pouvez pas sortir, donc qui ne convient pas à la recherche parce qu'il est beaucoup trop pauvre. XML peut correspondre tout à fait aux besoins d'une perspective de recherche ou d'une question de recherche parce que c'est vous qui définissez ce dont vous avez besoin. Mais la trop grande liberté fait qu'on retrouve la tour de Babel et que si chaque projet invente son langage, on ne se comprend plus, on ne peut plus échanger les textes. Donc avec XML, on peut définir des grammaires qui vont proposer des étiquettes prédéfinies et des relations syntaxiques entre elles. Par exemple, vous pouvez dire que dans une division, on peut avoir des paragraphes, mais à l'intérieur d'un paragraphe, structurellement, on ne peut pas avoir de division. Voilà. Donc la grammaire permet de restreindre cette liberté et de partager un langage commun à travers plusieurs projets. Et puis la dernière caractéristique, c'est que c'est autodescriptif et que, contrairement à d'autres langages informatiques machines, où vous n'aurez que des 0 et des 1, là, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte, donc il n'y a pas de coût, il ne faut pas un logiciel spécifique, c'est complètement ouvert et c'est facile techniquement. Et puis vous pouvez le lire, et parce que les tags, c'est de l'anglais. Des exemples plus clairs. Donc, il s'agit de délimiter un contenu textuel pour la machine, expliciter où ça commence et où ça finit. Là, vous avez la balise qui ouvre, la balise qui ferme pour dire ça commence ou ça finit, et puis le contenu.
Et dans la façon dont va être rédigé le nom de la balise, dans son nom, on va plutôt expliciter la nature des éléments ou leur fonction. Après, on a aussi la possibilité de donner des attributs pour préciser le sens des balises. Le grand principe, c'est un balisage dont on a besoin pour faire ce travail d'édition critique, c'est un balisage descriptif. On va donner aucune indication sur le traitement ou la présentation. Par exemple, on peut comparer là. On a cette chaîne de caractères Louise Labbé, une poétesse de la Renaissance, comme vous le savez. Là, on a un balisage descriptif qui indique sa fonction dans le texte. Et là, un balisage présentationnel qui dit seulement qu'on veut des petites capitales. Dans le premier cas, on sera dans l'encodage scientifique. Dans le deuxième cas, on est juste dans une règle de présentation pour l'édition. Donc là, c'est une réexpression de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le surname Labbé, donc c'est là, c'est dans ce fichier CSS de présentation que je vais lui demander les petites capitales, mais dans mon fichier XML scientifique, j'aurais dit que c'est le nom de famille, point. Donc, les atouts, c'est l'expressivité, le fait qu'on peut faire plusieurs exploitations, le fait que ça peut évoluer puisqu'on a une seule source, donc quand il s'agit de faire une modification, on le fait une seule fois, et la réutilisabilité. Aussi, par rapport au travail de transcription, la question de savoir est-ce que je dois régulariser tout de suite, est-ce que j'enregistre les choses comme c'est sur le manuscrit. Alors, c'est moins problématique pour des épigraphistes, mais dans certains cas de transcription de manuscrits, les éditeurs scientifiques peuvent hésiter. Et là, j'ai essayé de vous démontrer que, eh bien, vous n'avez pas à choisir. Vous encodez les deux. C'est pas c'est pas tellement plus long. Et ensuite, c'est dans la conception des interfaces de visualisation que vous allez proposer au lecteur de choisir ce qu'il veut voir. Ça donne plus de flexibilité. Un exemple sur Epidoc, sur la balise, sur une abréviation et son expansion. Voilà. Donc, on a différents styles de rendu, puisqu'on a séparé la présentation, donc on a le choix en fonction de... ça, ce sont les styles qu'on retrouve souvent dans Epidoc, dans les feuilles de transformation. Panchera, le style par défaut, la pratique de la Duke Databank ou le style de Londres. Mais quand on regarde le code XML, on voit qu'on a plus d'informations que ce qui est possible de rendre. Parce que, alors on peut décider par exemple de mettre une couleur quand la certitude est faible, on pourrait décider de représenter ces informations supplémentaires. Mais ça pourrait alourdir l'interface. Peut-être que le meilleur compromis, c'est d'avoir des interfaces très très proches de ce qu'on connaît sur le papier, assez neutres, et puis de donner accès au code XML. Ça, c'est un choix éditorial qui est le vôtre. Bien sûr, on n'est pas dans les balises tout seul, perdu. On a des outils qui nous aident. Et là, c'est un exemple d'un éditeur qui est très bien pour les scientifiques, qui est Oxygène. C'est juste, dans l'entête du fichier, on lit avec un schéma qui donne, je parlais de cette grammaire, cet outil qui donne un peu de rigueur et un peu de contrôle, qui me permet, qui est en fait un fichier où j'ai à la fois les structures, la grammaire, plus sa documentation, ce qui fait que dans mon outil, quand j'arrive sur la balise, sur structurer la partie texte, je vois que dans ce contexte-là, j'ai le choix entre 4 types de divisions, soit pour faire un apparat, soit pour faire une bibliographie, soit pour faire un commentaire. Et à chaque fois que je suis sur une entrée, j'ai la documentation de cette entrée. Je pourrais aussi avoir des exemples spécifiques à mon projet, etc. Donc, pour aider et accompagner les éditeurs.
scientifique. Donc juste quelques mots de conclusion. Le digital is not digital. Si vous pouvez faire la même chose sur papier et sur électronique sans perte substantielle, bon, c'est pas exactement, ça peut être très utile et très important, mais c'est pas une édition académique, une édition critique électronique. On a vu que l'encodage des textes permettait de publier les textes électroniquement, de formaliser des distinctions sémantiques qu'on fait sur les textes et de pouvoir les réutiliser dans plusieurs contextes, qu'on fonctionnait à partir d'une source unique qui permettait d'avoir plusieurs formats de sortie, qu'on pouvait avoir deux grands types d'échanges avec d'autres projets, c'est-à-dire des recherches dans des bibliothèques virtuelles, des bases de corpus, ou aussi ce qui commence à émerger, le web de données, et Marie-Claire vous en parlera un petit peu plus. On peut réutiliser les textes, et il y a un enjeu aussi de préservation à long terme, pas seulement parce que c'est le support de votre édition qui va être préservé, mais qu'avec cette description sémantique des tags, vous préservez, vous explicitez votre point de vue, votre lecture scientifique. Il y a moins d'ambiguïté. C'est ça aussi qui permet de la transmettre à des époques où la base de connaissances et l'implicite risquerait d'être perdue. Et comme le codage oblige à formaliser cette connaissance, c'est ça qui garantit, on l'espère, sa plus longue préservation. Et dernier, c'est donc l'encodage est une activité intellectuelle. Il n'y a pas d'encodage neutre, hein, et c'est le travail de l'éditeur scientifique, c'est justement ça, de décider quel encodage appliquer et dans quelle mesure ça représente vraiment sa compréhension de sa source. Et puis, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Baudard, l'un des maîtres d'œuvre d'Epidoc. Ce n'est pas difficile parce que de toute façon, philologie, les conventions de l'Éden, c'est déjà de l'encodage. Merci. Avez-vous des questions? Do you have questions? Avez-vous des réactions? Avez-vous... Une question simplement d'expliquer if you can reproduce your edition without substantial loss, you're not really doing a scholarly edition. S'il vous plaît, pourrez-vous expliquer ça un peu? Parce que je ne comprends vraiment exactement. It's because when you've got your source, you can express, you can understand a lot of things. You had the wheel I showed with the different dimensions of what a text is. You remember? It can be a linguistic code, it can be a visual code, it can be lots of things. And when you do your transcription, you choose what interests you. And with a print edition, the limits of what you can express have been modeled on the limits of the paper technology. So maybe you forgot it, or maybe you don't pay attention to it because you're so used to do things like that, but you limit yourself. You could say more and more things, but you don't have any place to express it. Or maybe it's not for even, but for some people, the digital media helps them express things. For example,
when we had a supplied, there was an attribute in the code that said, I'm not completely, the certainty is low. It's something that is never in the printed editions. The degree of certainty, Because the brackets can be used for many things. Yes. Actually. yes. So, So the apparatus needs to clarify that. And Yes. it should, even in a printed, it should. You know, Yes. You're still looking for that to happen. yes. But, yeah. So that's just an example of some limits. I think it just is the way that was expressed. Yes, it's a Without provocative. substantial loss, I didn't quite get that. But I It's- understand now, I understand. It's a, yeah. So these theorists consider that when you do editions, you've got all these possibilities. You must take advantage of them to express your understandings.